hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Dans les années 1900, l'électricité était représentée sous la forme d'une fée ou d'une déesse. Une force magique qui apporte la puissance et le progrès aux humains. Mais aujourd'hui, si je vous demandais de dessiner l'électricité, qu'est-ce que vous dessineriez ? Une ampoule ? Une ligne à haute tension ? Un chargeur de téléphone ou un compteur intelligent ? Ces représentations montrent que l'électricité est désormais partout et fait partie de nos objets quotidiens. Elle est appréhendée comme une évidence, voire un droit, au point que nous oublions qu'elle reste précieuse. Et que nous oublions que pour nous passer de pétrole, de gaz et de charbon, nous allons devoir retrouver un peu du pouvoir magique de la fée. En effet, en Suisse, 60% de l'énergie consommée est de l'énergie fossile. Pour arriver à zéro émission carbone, il nous faudra donc multiplier les infrastructures d'énergie propre. Alors, comment faire ? Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de différentes initiatives d'énergie citoyenne qui contribuent à cette transition énergétique. Vous entendrez Karine Roch, présidente de l'Association pour l'énergie citoyenne, qui nous parlera d'un projet communal à Vaux-sur-Morges. Puis vous rencontrerez 3 habitants du quartier de la Mota à Apple, Claude-Alain Roulet, Michel Denerea et Marcel Chupli. Ces 3 acteurs se sont lancés dans un projet de communauté électrique. Enfin, nous terminerons avec Marc Muller, ingénieur dans le domaine de la transition. Il nous permettra d'élargir l'analyse et d'imaginer à quoi 2040 pourrait ressembler. Karine Roch, vous êtes la présidente de l'Association pour les énergies citoyennes en Suisse romande. L'énergie citoyenne, au fond, qu'est-ce que c'est ? Alors l'énergie citoyenne, c'est la production d'énergie renouvelable qui est justement financée, gérée et gouvernée par des citoyens. Ou alors, aussi comme c'est souvent le cas, par des communes. Il y a différents types d'énergie citoyenne. Quels sont ces différents types ? Alors en fait, souvent, les véhicules qui portent ces projets, c'est des coopératives, dans le cas par exemple d'habitants qui se regroupent pour financer un projet. Ou alors, l'autre voie qui est souvent utilisée, c'est des communes, des municipalités qui décident de faire un projet pour leurs habitants. Karine Roch, on est arrivé ici à Vaux-sur-Morges dans la campagne vaudoise. Magnifique paysage avec différents villages au loin. Et puis là, il y a une énorme ferme avec des vaches, avec sur le toit plein de panneaux solaires. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ce projet d'énergie citoyenne à Vaux-sur-Morges ? Alors ce projet, c'était un projet qu'on a mené en partenariat avec la commune, qui s'est dit comment est-ce qu'on peut faire bénéficier nos habitants d'une énergie renouvelable, locale, produite dans la commune. La commune avait déjà aussi aidé certains habitants à mettre des panneaux solaires sur leur toit, mais ils se sont dit comment on peut toucher d'autres habitants, par exemple des locataires ou des gens qui ne peuvent pas mettre des panneaux solaires. Donc ils ont choisi ce projet et ils nous ont demandé en fait de pouvoir constituer aussi la mobilisation citoyenne autour du projet afin qu'on ait un projet qui puisse alimenter en électricité renouvelable les habitants. La commune, comment est-ce qu'elle a financé ce projet ? Alors la commune, elle a un fonds qui s'appelle Fonds de promotion du développement durable et des énergies renouvelables. Et c'est grâce à ce fonds qu'ils ont pu financer ce projet. Et quelle a été sa motivation à la commune ou des acteurs de la commune ? En fait, ils ont fait un petit calcul en se disant chaque franc de notre fonds de soutien aux énergies renouvelables qu'on investit, comment est-ce qu'il est mieux rentabilisé entre guillemets. Et ils ont vu en fait que de faire un projet collectif, ça permettait d'être plus efficient par rapport à ce qu'on pouvait proposer comme énergie renouvelable en fait aux habitants. Ils avaient déjà aidé des habitants particuliers, des particuliers à mettre leurs propres panneaux solaires. Ils se sont rendus compte qu'un projet collectif avait aussi du sens pour le village. Et puis, c'est qui les citoyens qui participent ou qui bénéficient ensuite de ce projet ?
Alors ça profite à tout citoyen, tout habitant en fait volontaire pour participer. Donc la participation, elle coûte rien en fait. Simplement l'envie de se joindre à ce projet. Donc en fait, elle profite à une vingtaine de ménages qui profitent de l'électricité solaire. Vous m'aviez expliqué quand on a préparé cette émission que les gens justement ils avaient un appareil de monitoring chez eux. Comment fonctionne cet appareil et qu'est-ce que ça leur donne comme information ? Soit sur le téléphone portable, soit sur un ordinateur, on peut accéder à son compte, on peut voir en temps réel quelle est notre consommation domestique d'électricité, on peut voir aussi où on se situe par rapport à notre consommation, par rapport à cette production solaire, tous les quarts d'heure. Donc on a vraiment un monitoring en temps réel de ce qu'on consomme et de comment on est approvisionné par la centrale locale. Après avoir visité la ferme de Vaux-sur-Morges, Karine Roch m'a emmenée à Apples, à la rencontre de 3 acteurs qui vont animer une communauté électrique locale. Une autre forme d'énergie citoyenne qui est facilitée par la nouvelle loi sur l'énergie entrée en vigueur en 2026. Vous entendrez d'abord Claude-Alain Roulet, puis Michel Denerea, engagés dans cette démarche. On est ici dans le quartier de la Motta vers Apples. C'est un quartier assez particulier. Qu'est-ce que c'est ce quartier ? C'est un quartier qui date de 1970, fait par un architecte qui est mon voisin et un promoteur qui était mon ami. Disons, on avait 30 ans, on aimerait une villa, on n'a pas de quoi se la payer. Donc on va faire un quartier urbanisé, plus serré, moins cher, mais assez gros. Et on a du matériel à gérer ensemble, ce qui fait qu'on a créé une coopérative. Donc l'ensemble des maisons du quartier font partie d'une coopérative. Exact. Et puis, dans ce quartier, depuis plusieurs années, vous réfléchissez à établir ce qu'on appelle une communauté électrique locale. Qu'est-ce que c'est ? Une communauté électrique locale, c'est une communauté qui comprend des producteurs d'électricité, des gens qui en général ont des panneaux photovoltaïques sur le toit, et des consommateurs qui n'ont pas ces panneaux. Et la communauté leur permet d'échanger aux producteurs, de céder à un prix donné leur courant à un voisin qui n'a pas de panneau et au voisin d'acheter du courant meilleur marché que directement au distributeur officiel. Est-ce que la différence de prix est importante ? La différence de prix actuellement entre le courant consommé et le courant retourné au distributeur, c'est une dizaine de centimes. Donc, si on fait la moyenne, eh bien, on peut gagner chacun 5 centimes. Donc ici, dans le quartier de la Motta, il y a 28 maisons. Il y a combien de maisons à peu près qui ont des panneaux solaires et comment est-ce que vous allez vous organiser pour faire cet échange d'électricité locale ? Alors, il y a 14 maisons équipées actuellement de panneaux solaires. Donc, les 14 autres ne sont pas. Plus ensuite le bâtiment aussi de la coopérative qui n'a pas de panneaux. Et on va s'organiser pour échanger dans le cadre de la nouvelle loi sur l'énergie qui nous permet de nous organiser. Et on va confier la gestion financière, si on veut, à un spécialiste. Ce spécialiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, il reçoit les consommations des producteurs et des consommateurs quart d'heure par quart d'heure. Donc, il sait quand, qui produit, qui consomme. Et il fait le calcul des factures d'échange. Vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il y a des pics de production et que la communauté électrique locale permet aussi de mieux gérer ces pics de production. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est très simple. Par exemple, je suis producteur et consommateur. Il peut arriver en juillet que mes panneaux produisent plus que ce que je peux consommer. Ils peuvent produire jusqu'à 5 kW. Je n'ai pas de quoi consommer 5 kW. Et donc, une partie retourne obligatoirement à la romande énergie. Si j'ai un voisin qui est à ce moment-là, ou 2 ou 3 voisins qui ont des machines à laver, ben, ils peuvent consommer ces 5 kW. Et globalement, par rapport au paysage énergétique de la Suisse, en quoi c'est un avantage de donner cette électricité plutôt à ses voisins ? Alors, si les voisins qui n'ont pas de panneaux sont aussi motivés que ceux qui ont des panneaux pour consommer quand il y a du soleil, une bonne partie des électrons produits vont rester dans le quartier plutôt que d'aller se promener dans le réseau et surcharger le réseau. 2 chiffres intéressants, les simulations que j'ai faites sur la base des données fournies par le fournisseur d'électricité. En faisant une selle, on pourrait réduire le courant soutiré au réseau de 24%
et réduire le courant renvoyé au réseau de 35%. Donc garder pour nous 35% du courant produit, en plus. Vous allez quand même continuer à utiliser une partie du réseau de renouvellement d'énergie. Ce serait à quel moment, principalement, selon vous ? La nuit, évidemment, et en hiver aussi. En été, on produira probablement qu'on devra exporter. On ne pourra pas tout consommer. En hiver, on consommera peut-être tout le courant produit, mais on devra consommer en plus du courant de la remonte. Et qu'est-ce qu'une selle apporte aussi à un quartier ? Elle apporte une certaine solidarité au niveau des infrastructures qui ont été réalisées. Il y a aussi l'aspect de production locale. Quand on peut partager quelque chose au sein d'un quartier ou d'une partie ou d'une commune, je pense que c'est aussi dans un esprit durable. Chez Claude Alain Roulet, on se sent bien. Après l'enregistrement, nous avons d'ailleurs poursuivi la discussion autour d'un café et d'une pâte de coin délicieuse. En quittant les lieux, je me dis que ces projets communs créent plus qu'une énergie propre. Ils tissent du lien, de la solidarité, voire des amitiés. De la Motta, je suis ensuite allée au-dessus d'Yverdon, dans les bureaux où travaille l'ingénieur Marc Muller. Figure reconnue de la transition énergétique, Marc Muller nous livre un regard pointu et un peu piquant sur les défis de la transition énergétique. Marc Muller, on a été visiter ces différents projets d'énergie citoyenne. Pour vous, quel est le rôle des citoyens et des citoyennes ou des propriétaires dans cette transition énergétique ? En Suisse, on a la chance d'être dans un système qui est déjà très décentralisé. Donc, beaucoup d'acteurs du milieu de l'énergie, aujourd'hui, sont déjà en main publique. Il y a beaucoup de services industriels qui offrent de la chaleur, de l'électricité, des énergies renouvelables, l'accès aux voitures électriques, qui sont 100% en main publique au niveau communal. Donc, la première action qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est évidemment voter pour que dans les municipalités, il y ait des gens qui correspondent à nos valeurs, qui ensuite ont la main sur ces entreprises, qui sont quand même très efficaces au niveau régional. Et puis après, il y a des choses plus locales qui peuvent se faire, des coopératives d'habitation, des coopératives énergétiques. Le plus souvent, c'est des gens qui désirent aller plus vite. Et c'est des gens qui considèrent que la société ne va pas assez vite et qui veulent prendre les choses en main au niveau d'un projet. Et ça peut faire des projets qui sont très sympathiques, aussi à l'échelle d'un village, au niveau d'un quartier. Et puis là, c'est aussi une gouvernance qui est encore plus proche, parce que là, vraiment, on va en assembler directement, on peut voter. Donc, on a une partie prise, qui est plus forte encore avec le projet. Et en termes de prise de conscience des enjeux de la transition énergétique, est-ce que ces projets locaux peuvent contribuer à une accélération de la prise de conscience ? Ce qu'on voit, c'est qu'on entend parler d'énergie matin, midi, soir, nuit, tout le temps. Toutefois, quand on pose des questions concrètes à son voisin, en général, il n'a pas de réponse concrète sur les questions d'énergie, donc on ne comprend pas les enjeux ni les ordres de grandeur. Donc c'est vrai que la possibilité, une fois, de faire un projet dans le domaine de l'énergie à un niveau communautaire, fait qu'on a l'occasion de se poser quelques questions, de regarder les chiffres, de se dire, ah tiens, il faut investir, combien on produit, combien ça consomme, combien moi je consomme avec ma voiture, avec ma maison. Ça permet une fois de faire ce travail et après d'avoir l'ordre de grandeur et de se rendre compte beaucoup mieux de la situation énergétique. Donc pour moi, ces coopératives, ça peut être vraiment un moyen extraordinaire de faire connaître l'énergie, de s'y intéresser et de participer à un projet. Au niveau des communes, est-ce qu'ils en font assez pour justement utiliser les toits et toutes les infrastructures à disposition ? Bon, comme on dit, et encore beaucoup plus en Suisse qu'ailleurs, on a les politiciens qu'on mérite. Les politiciens suisses reflètent très exactement le mode de pensée suisse moyen. Donc si vous prenez 100 Suisses au hasard et vous leur dites est-ce que vous seriez prêt à quelque chose sans effort, du genre faire de l'information dans les écoles, tout le monde est d'accord. Si vous dites quelque chose qui les touche mais de loin, par exemple, est-ce que vous voudriez qu'on isole les bâtiments de la commune ? Ça leur coûte rien, ils trouvent que c'est bien, ils disent ah bah ouais super. Puis après si vous leur dites les voitures essence sont interdites maintenant, tout le monde a une voiture électrique, presque la totalité des gens seraient contre cette mesure. Dans la réalité, les élus peuvent faire ce que la population est capable d'accepter et de désirer. Dans ce marché de l'électricité, quand on a été visiter la communauté électrique de Apple, il y a une forme de paradoxe. On nous dit que pour la transition énergétique, il faut faire beaucoup de panneaux solaires parce qu'il n'y a pas assez d'énergie propre. Et en même temps,
on entend de plus en plus que les prix de l'énergie baissent parce qu'il y a trop d'énergie à certains moments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe ? Les prix qui se forment sur l'énergie sont un marché entre l'offre et la demande. Il y a une bourse de l'électricité et à chaque moment, à chaque instant T, il y a des gens qui veulent consommer de l'électricité, il y a des gens qui en produisent. Et c'est vrai que quand les énergies renouvelables sont très très minoritaires, en fait qu'on en produise un peu plus ou un peu moins n'a aucune influence sur le marché. C'est les gros qui font le marché. Sauf que l'énergie solaire comme l'énergie éolienne en Europe, l'énergie solaire en Suisse et l'énergie éolienne en Europe, commence à grandir. Et on arrive effectivement maintenant au moment où l'énergie solaire seule peut, dans certaines régions de Suisse, à certains jours de l'année, à certaines heures, couvrir 100% de la demande. Ça veut dire qu'il faut arrêter tous les autres producteurs, certains peuvent pas. On commence à rentrer en compétition entre énergie solaire, qui est la gentille énergie, face à l'énergie hydraulique, par exemple, où il y a des moments où des barrages au fil de l'eau doivent commencer à ouvrir les vannes et ne peuvent plus mettre leur énergie sur le marché, donc on gaspille de l'eau parce qu'on a assez d'énergie solaire. Donc ces tensions apparaissent maintenant. Donc il y a des heures dans l'année où l'énergie solaire n'est pas nécessaire, ou est déjà là en suffisance. Ça ne veut pas dire qu'elle est là tout le temps. En automne et au printemps, pour vraiment couvrir la demande avec de l'énergie solaire, il faudrait massivement plus d'énergie solaire. Et l'énergie solaire produit aussi pas mal en hiver. C'est pas vrai qu'elle produit pas, elle produit aussi moins. Et puis c'est le moment où la demande est la plus élevée. Donc en fait, on a cette situation un peu paradoxale où on a encore énormément besoin de développement d'énergie solaire pour les 3 saisons de l'automne au printemps. Et on en a déjà un peu trop gentiment à certains moments en été. Donc forcément, ça veut dire que les producteurs solaires aussi doivent commencer à réfléchir, à dire je peux pas vendre tout le temps, je peux pas vendre à n'importe quel prix, je dois commencer à m'adapter. En gros, je me reconnecte au marché et aux besoins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de stockage de l'énergie qui est produite en surplus à certains moments ? Aujourd'hui, il n'y a pas de capacité de stocker. En gros, les batteries permettent très très bien de stocker sur quelques heures. Donc une batterie peut absorber une partie de la production solaire de la journée et la restituer pendant la nuit, ce qui fait que c'est rentable économiquement, ce qui fait que pour le propriétaire, ça permet d'optimiser le rendement justement de son installation solaire, le rendement financier. Ça a toutes sortes d'avantages au jour le jour. Si on a une grosse journée de soleil, des fois aussi, si le lendemain il y a de la pluie, on peut encore utiliser un peu la batterie. Par contre, ces batteries ne sont pas assez grosses, on n'a pas la capacité de stocker 2 mois de production en été et la redistribuer en hiver. On a un petit peu ça avec les barrages hydrauliques, où on a une capacité de monter de l'eau pendant l'été, de la stocker en haut des montagnes et de la réconsommer en hiver. Et après, la dernière chose qui reste, c'est le stockage chimique, c'est l'hydrogène ou on dit le power to gaz, etc. C'est des carburants de synthèse. On utiliserait l'énergie solaire avec du CO2 pour faire en fait une chaîne CH4. En gros, c'est un carburant synthétique. Ces technologies ont des très très mauvais rendements. Elles sont extrêmement chères. Et la question, il faudrait aussi, comme n'importe quelle installation, c'est qu'elle fonctionne 2-3 000 heures dans l'année au moins pour être rentable. Quelle est l'importance aussi de toutes ces initiatives plus locales au niveau communal, au niveau de quartier ou d'individus pour accroître l'autonomie énergétique de la Suisse ? Ça nous amène assez vite, je pense, aux gagnants et aux perdants de la transition. Globalement, en tant que société, on ne va pas assez vite. Donc on voit les courbes, on n'est pas dans les trajectoires, on n'est pas en voie de décarboner d'ici 2050. Donc on va rester massivement dépendant des énergies fossiles, tant sur les produits qu'on consomme que sur la consommation d'énergie directe. Ce qui veut dire qu'à chaque crise, il y a des gens qui sont mieux préparés que d'autres, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Donc c'est clair qu'au niveau local, si vous êtes dans une coopérative qui a une quinzaine d'immeubles, qui a tout rénové ses immeubles, qui a des infrastructures pour la mobilité douce, qui a des bornes pour les voitures électriques, qui a une grosse production solaire, des bâtiments isolés, qui a peut-être un petit jardin potager encore et puis des arbres fruitiers, ce genre de site traverse beaucoup mieux les crises. Donc quoi qu'il se passe dans le détroit d'Ormuz, pour ce genre de site, ça n'a à peu près aucune influence sur la qualité de vie des gens. Moi, je pense que ça va être les gagnants de la transition parce qu'on va vers un monde qui a plus de crises, manifestement. Et il y a ceux qui essaieront de remonter la pente un peu trop tard et ça, ce sera pas facile pour eux. Donc, ils auront une qualité de vie qui sera moindre, ils auront moins d'argent, moins de pouvoir d'achat, mais c'est aussi la conséquence de leur choix. Vous l'avez dit, on n'est pas dans la bonne trajectoire en Suisse par rapport aux objectifs de réduction des émissions de CO2. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite ? Alors, il y a 2 grands domaines. Il y a le domaine qui a des solutions techniques.
C'est le cas de la mobilité terrestre, on a le train, la mobilité douce et la voiture électrique. C'est le cas du bâtiment, on peut isoler des bâtiments, on peut les chauffer avec des énergies renouvelables. Donc en gros, c'est une question de combien on a de main-d'œuvre, combien on fait de CFC, combien on met d'argent. Mais c'est toutes des solutions que humainement on peut résoudre. Donc il suffit de s'organiser et on peut le faire. Il y a d'autres domaines, dans le domaine de l'industrie, l'aviation, où là il n'y a pas de solution technique aujourd'hui, ou pas du tout à l'échelle. Et que si on commençait à dire ça maintenant il faut l'empoigner, ça signifierait qu'est-ce qu'on fait de l'exportation de nos montres, qu'est-ce qu'on fait de la Genève internationale, qu'est-ce qu'on fait de toutes les multinationales qui ramènent beaucoup de fiscalité en Suisse et qui utilisent énormément l'avion. Et ça pose des questions vraiment sur le mode de vie suisse, la décentralisation de la Suisse, le business à l'international qui nous touche beaucoup. On est une économie très ouverte. Et là, c'est des enjeux qui sont beaucoup plus compliqués et où il n'y a pas de passage facile. Le passage du col est quand même très très compliqué. Donc là, évidemment, pour l'instant, on parle beaucoup des solutions techniquement réalistes parce qu'on n'a pas trop envie de parler de ce qui est vraiment difficile à faire. Mais vouloir décarboner ces activités et y arriver, ça demande quand même des changements dans la société qui sont beaucoup plus profonds. Vous le dites en filigrane, les défis sont énormes en fait de cette transition. Et puis en même temps, on voit certains chiffres que les énergies renouvelables, par exemple, augmentent beaucoup dans le monde. Je crois qu'elles ont augmenté de 10% ces 10 dernières années. La Chine est en train de faire quand même un virage énergétique assez spectaculaire. Vous, personnellement, est-ce que vous restez optimiste ? Ce qui est intéressant déjà, c'est que la Chine a réalisé la transition énergétique du monde. Sans Chine, il n'y aurait pas de transition énergétique. C'est eux qui ont mis les moyens, c'est eux qui ont développé les technologies, au détriment de certains business en Europe, malheureusement. Mais ils sont allés très fort, et puis ils ont mis les moyens, et grâce à eux, il y a des choses qui sont techniquement possibles aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a 10 ans en arrière. Donc, moi, ce que je vois, c'est que réussir la transition sans changement assez profond, c'est pas possible. Cela dit, la transition peut être mise en œuvre avec des modes de vie différents et des modes de vie qui restent très intéressants. Donc oui, je ne vais pas pouvoir prendre l'avion pour aller sur une île à Noël parce que j'ai envie de voir le soleil. Ça, il n'y a pas d'avenir pour ça dans la transition. Par contre, je peux tout à fait avoir une vie absolument décente avec des métiers intéressants. J'ai fait des enfants, donc j'y crois énormément, avec une intensité énergétique plus faible, des modes de vie un peu différents, probablement plus locaux, mais une qualité de vie qui reste absolument exceptionnelle dans un pays qui est magnifique. Donc c'est juste notre peur du changement. On est très attaché à ce qu'on connaît, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et en Suisse, on est énormément gâtés aujourd'hui. Donc évidemment, on est inquiet face au changement. Moi, je ne le suis pas du tout. J'aimerais que ça se fasse plus vite et je me réjouis beaucoup de ce monde qui vient. La transition énergétique en 2040 aura-t-elle eu lieu ? Et à quoi cela pourrait-il ressembler ? Petit voyage dans l'avenir. 2040, j'y vais. Marc Muller, on se retrouve dans votre jardin à Estavayer-le-Lac. À quoi est-ce que ça ressemble aujourd'hui, la Suisse romande, au niveau énergétique ? C'est clair que la Suisse est devenue plus indépendante. On a réussi notamment la transition de la mobilité. On a aussi en Suisse romande, on a des grands axes ferroviaires qui se sont développés. On a réussi à avoir vraiment la 4e voie entre Lausanne et Genève. Donc il y a vraiment un gros report sur la mobilité collective, transport. Il y a pratiquement plus de voitures à essence. Les gens ont de la peine à le croire, mais c'est vrai que quand on avait une voiture électrique en 2020, les gens résistaient, inventaient des histoires, que c'était compliqué, que ça brûlait, etc. Et aujourd'hui, c'est toujours acquis. Et c'est rigolo de voir ces cycles en fait, de résistance et que finalement, un jour, les solutions, elles passent dans le grand public. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres domaines dans lesquels ça a moins changé. C'est le cas de l'aviation. La Suisse est toujours un des pays au monde qui consomme le plus d'aviation. Peut-être aussi parce qu'on est un petit pays multiculturel et qu'on a ce désir de voyager encore, toujours. Et comment est-ce que Yverdon s'est décarboné ? Ça a passé par quoi comme changement ? C'était surtout des investissements collectifs massifs, il faut dire. Il y a eu une nouvelle loi sur l'énergie qui a obligé les grands bâtiments à s'assainir au niveau énergétique. C'était, sauf erreur, si je me souviens bien, en 2026. Et puis, c'est vrai que ces bâtiments ont été assainis, donc le besoin énergétique de la ville a changé. Ça s'est pas fait sans difficulté, mais ça s'est fait. Et puis, il y a eu des gros projets de chauffage à distance basés sur des pompes à chaleur et l'eau du lac qui ont fait que finalement tout le monde a fini par prendre ces solutions. Et comment est-ce que la municipalité d'Yverdon a obtenu des majorités pour tous ces projets qui se sont faits ces 15 dernières années ? Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, Yverdon est zéro carbone. Ça a passé par des investissements assez importants.
Mais je crois que la politique en rapport à l'environnement et à l'énergie a eu un changement assez massif sur les 15 dernières années. C'était une politique pendant, je dirais, 2010 à 2020 qui était beaucoup basée sur la demande. On essayait de faire varier la demande, de faire de la sensibilisation, donner des subventions. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Il fallait une politique de l'offre. Il y a vraiment une prise de conscience face au fait que ça avançait pas. Et je crois qu'il y a eu beaucoup plus de politiciens qui ont commencé à favoriser les entreprises actives dans le domaine de la transition, qui ont laissé des opportunités, qui ont encouragé la formation professionnelle, ce qui fait que peu à peu, il y a de plus en plus d'offres, ce qui fait que la transition est devenue de plus en plus accessible. Et dès que les pistes cyclables se sont développées partout et sont devenues très qualitatives, les gens en fait ont naturellement pris le vélo. Il y a un chauffage à distance, donc du coup les gens s'y raccordent parce qu'il est compétitif. Le train a été renforcé, donc en fait on a rendu l'accès à la transition beaucoup plus facile. Et là les gens ont suivi finalement facilement, les oppositions ont cessé avec le temps. Mais je crois que c'était un grand retournement politique à considérer qu'il ne fallait pas demander aux gens de faire des choses, mais il fallait leur donner la possibilité de le faire. Vous avez parlé aussi de formation. Quels sont les nouveaux métiers qui existent en 2040 ? C'est clair que la vague des intelligences artificielles a quand même beaucoup changé les choses. Par exemple, à l'époque, on a de la peine à s'en souvenir, mais pour obtenir un permis de construire, pour poser une pompe à chaleur, des fois ça durait 1 année. Et maintenant, c'est résolu en 10 secondes avec un formulaire en ligne. C'est des métiers, finalement, on est content qu'ils aient disparu et qu'il y ait une grande efficacité qui soit gagnée. Et de l'autre côté, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est de voir vraiment cet attachement aux métiers manuels. Des métiers qui ont été dévalorisés pendant des années et des années, qui aujourd'hui sont devenus beaucoup plus attractifs. On avait, heureusement, en Suisse, pas perdu les savoir-faire. Donc, quand il a fallu les multiplier, on a pu le faire. On avait des centres de formation, on avait des compétences. Ce qui fait que la Suisse là, a pris une énorme avance sur d'autres pays, parce que quand on a décidé vraiment d'augmenter les volumes, de réindustrialiser un peu plus le pays, on avait les connaissances pour le faire. Et là, ça a permis aussi de redonner, je pense, vraiment un espoir aux jeunes, c'est de dire non, l'avenir, c'est pas d'être au chômage et puis de pas avoir prise sur son environnement, mais de revenir à la capacité de faire, finalement. Je pense aussi a permis de raccrocher la jeunesse qui était quand même pas mal déboussolée avec les questions de réseaux sociaux, de numérique, etc. Ils ont pu reprendre prise et on a vu grâce à ça aussi le taux de dépression chez les jeunes baisser. C'est quand même assez merveilleux de se dire, en refaisant, finalement, on reprend confiance en soi. Marc Muller nous le rappelle. Si nous voulons atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, il ne suffira pas de remplacer quelques technologies. Il nous faudra transformer notre rapport à l'énergie, investir collectivement, renoncer à certaines choses, repenser nos systèmes, mais aussi nos imaginaires. Et c'est précisément ce que nous avons exploré dans cet épisode du podcast 2040 JV. Nous sommes allés à la rencontre de projets qui se construisent sur le terrain, au niveau local, avec des collectivités, des citoyens et des citoyennes qui investissent et innovent, ce qui leur permet de reprendre une forme de contrôle et d'autonomie sur l'énergie. Si ces rencontres vous ont inspiré ou fait réfléchir, vous pouvez nous aider à faire vivre ce podcast en en parlant autour de vous, en le partageant, en vous abonnant et en le notant avec des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour continuer ce voyage.